Lancé en 1976 sous Guibo Soukalou, ex-maire de la commune de Bouaké, les travaux de construction du plus grand hôtel de ville de Côte d'Ivoire sont brutalement arrêtés après 2 ans d'intenses travaux. 41 ans après, il a fallu la cession du président Alassane Ouattara au pouvoir pour que les travaux reprennent en 2019 sous le maire Nicolas Guibo, après plusieurs lobbying menés auprès des bailleurs de fonds. La Banque mondiale accompagne la réalisation de cette infrastructure à travers le projet PUDUCAS pour près de 7 milliards de francs CFA. Mes premières pensées vont au père Djibo, qui a été l'initiateur de ce bâtiment que nous allons inaugurer. Les pensées vont bien sûr au président Alassane Ouattara, qui a pu permettre la continuité et la réalisation finale de ce beau bâtiment. Après 6 ans de travaux, l'hôtel de ville flambant neuf est inauguré dans une ferveur totale. Pour les plus anciens de la région du Béquet, l'achèvement de l'infrastructure est le symbole du renouveau de Bouaké. Après 50 ans, revoir l'hôtel de ville de Bouaké renaître, c'est une satisfaction pour nous. On ne fait que remercier le président de la République. Une fierté pour la ville de Bouaké. Nous disons merci au président de la République qui a voulu vraiment achever ce hôtel de ville qui fait la fierté de Bouaké. Pour les plus jeunes, c'est une fierté d'être témoin de cette inauguration attendue de longue date. C'est une immense chance de pouvoir participer à l'inauguration de l'hôtel de ville où les travaux ont commencé il y a 49 ans en arrière, où j'étais même pas encore né. C'est un honneur. L'hôtel de ville de Bouaké sera aussi un lieu d'incubateur pour les entreprises publiques et privées pour la création de richesses. Il y a un incubateur, il y a le CBC, il y a plusieurs organisations qui seront installées là de façon à faciliter l'entrepreneuriat et le développement de l'économie locale avec l'impulsion des jeunes entrepreneurs. La joie des populations est palpable, surtout avec la présence du vice-président de la République pour la remise officielle de l'édifice. Bâti sur une superficie de 4 hectares, l'hôtel de ville de Bouaké à 4 niveaux avait plusieurs bureaux pour loger tous les services de la mairie. Le centre hospitalier régional de Bouaké, avant son inauguration officielle, accueille des patients depuis la compétition de la Coupe d'Afrique des Nations qui s'est tenue en terre ivoirienne en 2024. L'infrastructure n'a rien à envier aux structures sanitaires des États dits développés. Les travaux ont respecté donc le cahier de charges qui a été prescrit à l'entreprise et je peux effectivement donc rassurer les populations pour dire qu'aujourd'hui, elles ont un centre hospitalier régional qui est neuf et qui a vraiment été construit suivant les règles de l'art. Les patients et leurs parents qui le fréquentent ne tarissent pas d'éloges. Je suis venu faire un IRM ici. Donc, la première fois où je suis arrivée, vraiment, j'étais tellement bien accueillie que je me sentais comme dans une clinique. Vous voyez un peu. Donc, en tout cas, on ne se plaint pas. Je suis quitté à Borbo, précisément à Kouadjankoro. Je suis venu accompagner la femme de mon fils ici au CHE. Bon, elle a accouché maintenant, de là-bas, maintenant elle saigne beaucoup, donc on a amené ici. Le docteur aussi nous a aidés. Au-delà de Bouaké, le CHR va, à n'en point douter, impacter positivement les régions environnantes. Avec cette nouvelle infrastructure flambant neuve, cela permettra d'améliorer de façon significative l'offre de soins. Non seulement pour les populations de la région du Bouaké, mais également pour les régions voisines du Béré et du Yambon. La politique sanitaire du président de la République est de rapprocher au maximum les structures de santé des populations. Et ce CHR est très important parce que vous savez que les plateaux techniques sont de mieux en mieux élevés et c'est important que la population de Bouaké qui augmente, mais également la population environnante parce qu'il n'y aura pas que Bouaké. Le CHR de Bouaké est doté de plateaux techniques de dernière génération, faisant de lui une référence nationale, sinon sous-régionale, nous ont confié les spécialistes de la santé. Depuis quelque temps, les populations de Katioula font face à une pénurie d'eau potable dans les ménages. Pour comprendre les raisons de ce manque d'eau, autorités administratives et municipales
sont sur le terrain pour s'imprégner de la situation. Ici, au barrage de Nicolo, construit en 1976, le directeur régional de l'hydraulique du Hambol donne les raisons qui occasionnent ces déficits d'eau dans la localité. On a connu un tarissement de notre barrage dû au fait de la rareté de la pluie. Et ce barrage est envasé. Le niveau de sédiment est énorme. Pour soulager les populations, le député maire de Katoula opte pour une solution provisoire, l'installation des forages dans les grands quartiers de la ville en attendant la livraison du nouveau château d'eau. Le premier magistrat de la commune et l'autorité préfectorale rassurent les populations quant à la résolution très prochaine du problème de manque d'eau à Katoula. Le premier volet, c'est de curer le barrage actuel pour que la retenue d'eau soit suffisante pendant la saison des pluies. Le deuxième volet, c'est la construction d'un deuxième barrage qui approvisionnera à la fois les villes de Dabakala et de Katoula. Nous avons pu constater avec les premières pluies que déjà le barrage a commencé à produire un peu. Donc je me joins au maire pour dire à la population que l'État n'est pas en reste. Les solutions sont en train d'être trouvées. Cette situation existe depuis 2014. Vivement que les travaux du barrage de Timbé, qui va alimenter le nouveau château d'eau, réalisé à 86%, s'accélère pour le grand bonheur des populations. Cette consultation médicale sur l'hypertension artérielle, le diabète, l'AVC et la hernie est rendue possible grâce à l'association des ressortissants de Koyarabo résidant à Abidjan. Il s'agit pour cette association d'œuvrer pour le bien-être des populations. Nous avons envisagé de faire cette opération en vue de rapprocher la médecine de nos parents. Je prévois une synergie d'action entre tous les cadres de Koyarabo, au-delà de tous les villages de la Côte d'Ivoire. Le bonheur que nous avons eu, là où nous sommes partis, le grand devoir de leur apporter un peu de bonheur, un peu de réconfort. Nous ne pouvons pas leur partager de l'argent, mais leur apporter la santé. Cette consultation foraine vient soulager la prise en charge médicale des populations en milieu rural. Vraiment, nous sommes contents. Je veux que cette activité puisse aller de l'avant, que tous les jours, Dieu fasse qu'eux aussi puissent avoir le courage et la force pour nous aider. Parce que le village en a besoin. Créée en 2004, la mutuelle des ressortissants de Koyarabo, résidant à Abidjan, œuvre pour le développement de la sous-préfecture. À cette occasion, plus de 100 personnes ont reçu des moustiquaires imprégnés. Renforcer l'autonomisation de 500 femmes et jeunes filles à travers la formation. C'est l'objectif visé par le Suède, le projet pour l'autonomisation des femmes et le dividende démographique au Sahel. Ce programme, financé par la Banque mondiale et l'État de Côte d'Ivoire, débute par un projet pilote dans 6 régions de la Côte d'Ivoire. Nous avons formé les filles en compétences de vie dans les espaces communautaires. Et ce sont des filles non scolarisées et déscolarisées. Elles ont eu des compétences de vie. Et ces compétences de vie devaient être complétées par une formation professionnelle et puis l'insertion. Nous le faisons en partenariat avec le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle à travers le concept de l'école de la seconde chance. Ce sont 500 femmes de 16 à 35 ans qui bénéficieront de diverses formations professionnelles auprès de maîtres artisans. Dans les régions du Poro et du Tchologo, une mission a pu rencontrer les futurs bénéficiaires de ce projet. Bon, elle choisit la soudure parce que ce métier me plaît et puis il n'y a pas beaucoup de femmes qui font la soudure. C'est qu'elle suit depuis moi, je suis née vivre, je n'ai jamais vu une femme qui pratique la soudure. Et puis ça me plaît. Je veux savoir comment ça est quoi. Ce projet représente une opportunité pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Cette phase pilote est la première du genre dans l'espace couvert par ce programme sous-régional. Congé anticipé, bagarre rangée à l'âme blanche entre gamins, consommation de la drogue à l'école. Autant de mots qui minent la jeunesse ivoirienne. Pour inculquer à ces jeunes les valeurs du civisme et de citoyenneté, l'Office du service civique national met en place le parcours citoyen. À Bouaké, 750 jeunes ont pris part à cette activité. Le parcours citoyen n'a pas été qu'une simple formation. Il fut un véritable voyage initiatique au cœur des valeurs essentielles. La discipline, le respect des institutions de la République, la solidarité, la rigueur, la responsabilité, la citoyenneté.
Durant 2 jours, des élèves âgés de 14 à 17 ans sélectionnés ont participé à des activités de civisme, de volontariat, de solidarité, de respect des institutions et les personnes qui les incarnent. Le bilan jugé positif par le directeur général de l'Office du service civique national. Les scouts, quant à eux, ont apporté leur contribution à travers, entre autres, des thématiques d'intérêt telles que la prévention des congés anticipés, les violences juvéniles, les risques liés à la consommation des drogues, la prévention de la cybercriminalité. L'ambassadeur du service civique, Zokora Didier, ex-international ivoirien, échange avec les jeunes en leur partageant sa propre vie, suivi des conseils. Je suis un témoignage de comment j'ai connu la galère et arrivé au sommet. Mais parce que j'étais à l'écoute de mes parents, à l'écoute des dirigeants. Et je pense que pour avancer, il faut être discipliné. Au centre du service civique Tuyo Fouzier, un tournoi de football pour affermir les liens entre les jeunes volontaires est organisé. Zokora Didier a pris plaisir à partager ce moment avec ces jeunes.